Donc, je m'appelle Isabelle Payot. Il manque aujourd'hui la moitié de mon cerveau, on va dire, qui est Audrey Hakoun, avec qui on a fondé la Fabrique à Bonheur et avec qui j'ai le plaisir d'écrire donc à quatre mains. Voilà, tous les ouvrages qui sont là, on les a écrits à quatre mains. Donc Audrey est psychothérapeute comportementaliste et moi je suis psychologue du travail et des apprentissages et le hasard a fait que nos routes se sont croisées il y a 10 ans. Voilà, on avait des amis communs puis surtout on a passé du temps au bas des toboggans dans les squares à bien se cailler pendant que nos enfants descendaient. Et en discutant, on a décidé de faire cabinet commun parce que on est complémentaires et ensuite, voilà, comme on le raconte, on a décidé de se paxer professionnellement et de continuer notre chemin ensemble. Donc la pédagogie positive, et ce livre-là, ça a été une commande de notre éditrice qui est aussi une amie et qui a dit « Mais écrivez, vous avez des choses à dire intéressantes sur la manière dont vous faites de la psychologie du bonheur ». Et nous, on n'avait pas l'impression qu'on avait quelque chose d'intéressant à dire. Ce qui nous intéressait surtout, c'était quand on accueille des petits patients et leurs parents, on avait vraiment à cœur que quand ils repartent, ils aient envie de rigoler. Parce qu'on aime bien s'amuser. Voilà, on adore rire et on n'aime pas du tout se faire suer. Et donc, on a souvent des patients qui disent « Mais vous êtes quand même un petit peu atypique pour des psys, parce que chez vous, on entend, ça se marre beaucoup. » Je dis « Oui, mais sinon, on faisait le travail sans rigoler, on serait bien plombé et on n'aimerait pas ça. » Donc, du coup, voilà, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce qu'on disait en consultation individuelle, c'était peut-être intéressant de le partager avec tous, et notamment avec les parents qui, à un moment, voilà, ont leur petit bébé tout doux, tout mignon, tout beau. Et puis, tout d'un coup, en général, à l'âge de 3 ans, quand ils commencent à mettre le pied à l'école, ça ne va pas toujours aussi bien qu'on le souhaite. Alors, c'est peut-être 3 ans, ça peut être 6 ans, etc. Et là, ça devient douloureux. Douloureux parce que peut-être que l'enfant ne comprend pas tout de suite ce qui est attendu de lui, etc. Puis alors nous, les parents, on va quand même avoir envie que ça se passe bien. On veut surtout qu'il ait plein de copains et puis qu'il apprenne bien, qu'il ait des bonnes notes, etc. Et tout d'un coup, on va commencer à mettre une petite pression. Cette petite pression est un euphémisme, bien évidemment. En fait, on va mettre une grosse pression à la hauteur de notre inquiétude et notre envie que notre enfant réussisse et se sente bien. Et du coup, les relations autour de la question du travail et du travail scolaire vont devenir un peu tendues. Tendues au point que, finalement, au bout d'un moment, on perd le goût. L'école prenne toute la place dans la maison. Il y a encore ce matin, en consultation, un papa qui me disait « Bah oui, moi, dès que mon fils rentre dans la voiture, je lui dis « T'as eu quelle note ? Ça s'est passé comment ? T'as des mots dans le carnet ?» Donc je me dis « Oh, c'est un peu angoissant. » Je dis « Mais vous pouvez aussi lui demander s'il a passé une bonne journée, c'est sympathique. » Et donc voilà, donc nous, on a voulu faire en sorte de redonner et de permettre de comprendre que apprendre, c'est une vraie joie. Ça se passe à l'intérieur du corps, c'est jubilatoire quand on découvre des choses, quand on arrive à les maîtriser, etc. Donc cette chose-là, on ne peut pas la perdre. Il faut au contraire la cultiver. Et puis l'essentiel, vraiment, c'est de se dire que la chose à conserver, c'est la jolie relation qu'on a avec nos enfants. Parce que je dis souvent ça, quand votre fils ou votre fille va se marier peut-être un jour, ou je sais pas, un événement familial, vous ne direz pas, en faisant le discours, tu te rappelles, en CE2, tu as eu 5 sur 20 en maths, tu nous as vraiment pourri, là, on l'avait en travers de la gorge, c'était horrible. Maintenant, vous en ficherez totalement, vous l'aurez oublié, ça sera très très loin. Donc, on a décidé de créer cette pédagogie positive. Alors, du coup, c'est quoi dans la pédagogie positive ? Qu'est-ce qu'on a mis ? Pourquoi on a choisi ce terme-là ? Il y en a qui nous disent, vous dites pédagogie positive parce qu'il y a une pédagogie négative. Alors je réponds oui, il y a une pédagogie négative que moi j'ai connue, Audrey a connue, où il était possible, dans un autre siècle, de taper sur les enfants quand ils n'arrivaient pas à faire les choses. Donc on mettait nos doigts comme ça, on se prenait des coups de règle, ça faisait assez mal, on nous tirait les cheveux, tout ça. Enfin, il y avait des trucs qui faisaient qu'on allait à l'école. Donc je cite souvent cet exemple-là de...
cette chère Madame Larue, qui est peut-être, je pense qu'elle est au ciel maintenant, mais qui nous a fait flipper toute l'année de CM1. On était dans un état de peur, on mettait le pied à 8h30 du matin, on était tétanisé. Donc quand on est tétanisé, il n'y a rien qui peut rentrer dans notre tête, si bien que je rends grâce à cette femme de ne toujours pas savoir très très bien mes tables de 7, 8 et 9 que je peux pas apprendre parce qu'elle m'a vraiment fait peur. Donc la pédagogie positive, c'est forcément, ça vient d'abord de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est un courant qui s'occupe plus de qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en œuvre, pour résoudre, plutôt que de regarder dans le passé le pourquoi du comment, quand on m'a arraché mon doudou quand j'avais tel âge et ma mère n'a pas été sympa, etc. Donc ça, c'est bien, on peut le résoudre. Mais la pédagogie positive, elle s'occupe de comment on continue à avancer malgré tout. Et puis, une pédagogie douce, donc qui est une pédagogie où on ne va pas utiliser ni de violence verbale, ni de violence physique, bien évidemment, même si parfois on a quand même envie de leur tordre le cou et de les jeter par la fenêtre. Je ne parle pas de la pulsion qu'on ressent tous par moment quand nos enfants nous mettent un peu à bout. Donc, notre expérience de psy, une approche tête-cœur-corps dont je vais vous parler, qui est que très souvent, on va uniquement mettre l'accent sur la question scolaire de la tête qui fonctionne. Il faut que ta tête fonctionne et puis tu vas mettre dans des tiroirs des petites choses, etc. Tu vas pouvoir les récupérer. Or, on voit bien par l'expérience que parfois la tête fonctionne merveilleusement bien, mais que le cœur, donc les émotions, bloquent tout. Ou que le corps n'est pas au service de ça. Donc c'est un alignement nécessaire pour pouvoir vraiment sentir qu'on y arrive et qu'on peut faire. Et par moment, il va falloir explorer pour savoir qu'est-ce qui coince. Et c'est pas forcément la tête, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Ensuite, on va avoir la boîte à outils dans laquelle on met du brain gym, du mind mapping, etc. De l'humour, parce que quand on apprend en s'amusant, ça rentre vraiment, vraiment tout seul. Vous allez pouvoir, si vous prenez un instant, essayer de vous souvenir de profs ou d'enseignants qui vous ont vraiment amusé et qui ont mis de la joie dans ce qui passait. Eh bien, vous pouvez encore peut-être le revoir ou se souvenir du nom de cette personne. Et puis enfin, dans toute cette dose de la pédagogie positive, il y a ce qu'on appelle l'agent X. Donc vous connaissez par exemple la recette du Coca-Cola. On connaît la recette du Coca-Cola, mais il y a un élément qu'on ne connaît pas, qui est l'élément secret. On ne le saura jamais, sinon si on le sait, après tout le monde va faire autre chose, enfin, la même chose plutôt. Donc l'agent X dans la pédagogie positive, c'est vous dans ce que vous avez de particulier et c'est moi dans ce que j'ai de singulier aussi. Donc c'est toujours une petite partie de nous-mêmes qu'on va mettre dedans et qui fait que je ne suis pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas interchangeable. Donc ça veut dire aussi que quand on a plusieurs enfants, on ne peut pas dire « Ouais, mais quand même c'est bizarre, là, les maths, il comprend que dalle », alors que son frère, lui, il est vraiment très fort. Oui, mais c'est pas le même enfant. Donc c'est pas comparable. Donc on va démarrer avec cette question-là, de dire qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Ça compte dans la moyenne, tout ce qu'on fait là. Parce qu'après, je ramasse les copies. Enfin, je suis aidée. Donc c'est d'abord apprendre. Quand on dit qu'est-ce que c'est qu'apprendre, alors les petits en primaire disent c'est apprendre par cœur. Donc ils pensent que c'est de la mémorisation uniquement. Après, les collégiens disent apprendre, c'est long, ils sont pas très contents. En général, les lycéens disent que apprendre c'est H autre chose. J'ai une petite fille au premier rang, j'ose pas dire de gros mots. Et les parents ont dit mais si apprendre c'est génial, mais apprendre tu te rends compte c'est merveilleux, c'est la découverte, etc. En fait on a oublié qu'on disait que c'était très pénible il y a quelques années. Donc apprendre c'est d'abord apprendre avec sa tête, c'est vraiment ça qu'on va mobiliser, notre cerveau en quelque sorte. Et nous on s'appuie sur les actes d'apprentissage, les actes de connaissance d'Antoine de la Garandrie. C'est un monsieur qui est décédé maintenant, qui était philosophe et prof, et qui s'est intéressé aux élèves en disant, plutôt que de se dire comment se fait-il que certains n'y arrivent pas, il s'est tourné vers ceux qui réussissaient en disant comment tu fais pour réussir quand tu réussis. Et souvent quand vous dites ça, les enfants disent je sais pas, j'en sais rien, c'est comme ça, c'est facile. Voilà, mais derrière le c'est facile, il y a plein de trucs, il n'y a pas rien. Donc le premier acte de connaissance le plus important, c'est celui-là là-haut, qui s'appelle l'attention. Quand je suis attentive, ça veut dire que je vais ouvrir toutes mes écoutilles. Et puis, entre ce qui va m'être dit et ce qui va se passer dans ma tête, c'est la même chose.
Par exemple, on me parle de table de multiplication et je comprends les tables de multiplication, peut-être que je les vois ou je les passe, etc. C'est exactement branché pareil, connecté pareil. Parce qu'il y a des enfants qui sont en classe et qui semblent très attentifs. Ils sont comme ça. Et dans leur tête, ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire ce soir là? Je vais peut-être regarder l'autre épisode. De... » Et en fait, on se dit « Oh, ils sont sages, ils bougent pas, on pourrait les oublier, c'est génial. » Mais en fait, il se passe rien, il y a personne derrière les yeux. Donc l'attention, c'est vraiment être connecté avec ce qui se raconte. Ensuite, le deuxième geste, c'est la compréhension. La compréhension, c'est très simple, c'est quand ça fait « Ah ouais !» Voilà, « Ah ouais, c'est bon !» Le « ah ouais », ça veut dire que ça s'accroche, ça veut dire qu'une information s'accroche à une autre. Donc quelque chose de nouveau vient s'accrocher à quelque chose de plus ancien et ça fait du lien. Donc on a besoin de ça pour commencer à apprendre. Et puis le troisième, c'est mémoriser. Mémoriser, c'est faire du stock pour que ça reste suffisamment longtemps dans ma tête et que j'ai quelque chose à aller chercher quand je vais devoir réfléchir. Réfléchir, c'est j'ai une consigne, je la lis, je la comprends, et je sais que je vais devoir faire quelque chose. Mais je ne peux pas réfléchir à partir de rien. Je ne peux pas me dire, tiens, je sais pas, si moi on me demandait de faire une conférence sur la physique quantique, waouh, à part de vous parler des Bogdanov, je suis un peu limitée sur le sujet, donc j'ai rien à dire, parce qu'en stock, j'ai rien du tout. Si on me demande de parler des troubles de l'apprentissage, j'ai un peu plus de trucs à dire. Donc, j'ai besoin d'avoir fait du stock pour réfléchir à partir de quelque chose. Et puis le dernier geste, c'est le geste d'imagination. L'imagination, c'est pas seulement être capable d'imaginer la fin d'une histoire ou être capable d'imaginer le petit texte qui va faire que vous allez gagner le concours du défi de la bibliothèque et qui vous permettra d'aller à la grande librairie. Moi, j'en rêve, j'adorerais y être. Mais c'est pas seulement ça, c'est être capable de trouver des solutions autres et de sortir du cadre. Quand on est en primaire, on utilise l'attention, la compréhension et la mémorisation. Quand on est en milieu de collège, on va plus utiliser la réflexion. Et quand on est au lycée, on a besoin du geste d'imagination. Ça veut dire que quand un enfant n'arrive pas à apprendre, quand on me dit il n'arrive pas à apprendre, moi je vais toujours aller chercher qu'est-ce qui coince. Est-ce que c'est à l'entrée que ça ne marche pas? Est-ce que la mémorisation est trop fragile ou trop anxieuse? Il y a ceux qui apprennent par cœur et puis ils sont complètement coincés sur leur par cœur, etc. Donc c'est tout ça dans lequel il faut qu'il y ait de la souplesse. Donc, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est la différence entre attentif ou concentré. Alors, on dit toujours aux enfants, il y en a qui me disent, oui, mais il se concentre pas, il n'est pas attentif. J'ai dit, bah non, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui coince? Donc, attentif, c'est ce que je viens de dire, on ouvre tout. On est complètement branché sur l'extérieur. Concentré, on est totalement à l'intérieur de soi. On poursuit un objectif, faire l'exercice, répondre à une question, etc. Et on doit être à l'intérieur de soi, aller chercher justement ce que j'ai mis en stock, etc. Donc ça veut dire que pour certains enfants vont être attentifs à tout. Le copain qui bouge les stylos dans la trousse, la petite mouche qui passe, etc. Et du coup ne pourront pas se concentrer. Voilà. C'est deux gestes qui ne sont pas faits par les mêmes sphères au niveau du cerveau. Donc on doit apprendre à passer alternativement de l'un à l'autre, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc l'attention, ça se mobilise. Si je veux que mon enfant soit attentif, je ne vais pas lui dire « Viens voir, range ta chambre », je ne vais pas me mettre à crier comme ça, je vais lui dire « Viens me voir » et puis je vais le regarder dans les yeux et je vais lui demander ce dont j'ai besoin. Donc attentif, il faut être en lien. Dans les classes, c'est pareil, on peut très bien, les enfants ne peuvent pas être attentifs toute la journée, donc on peut mobiliser l'attention avec des petits bruits, des petites clochettes ou des choses comme ça en disant, là c'est vraiment maintenant, quand je fais ce petit bruit-là, c'est vraiment que j'ai besoin que vous soyez branchés sur ce que je raconte. Et ils comprennent très très bien. Donc on peut vraiment alterner comme ça. Donc j'ai assez parlé, je vais vous faire jouer maintenant. Je vais vous montrer un mot. Je sais que vous le connaissez. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans votre tête quand vous le voyez. Et on va en parler juste après. D'accord? Alors, qui a vu un parapluie? C'est bien, c'est la bonne réponse. Vous aurez une boucle. Il était comment votre parapluie? Noir? Fermé? Les parapluies fermés, c'était lesquels? Ah, il y en a moins. Ouvert?
C'est eux la bonne réponse. Noir, de couleur. Couleur, noir, voilà. Il pleuvait pas? Il y en a pour qui il pleuvait, d'autres qui pleuvaient pas. D'accord. Qui n'a pas vu de parapluie? D'accord. Qu'est-ce que vous avez eu? Le mot qui est apparu, qui a été écrit. Qu'est-ce que vous avez? Ah, tout ce qui est en lien, etc. Qui a senti la pluie? Voilà. Il y a ceux qui sentent la pluie. Qui s'est dit, pourquoi elle a mis parapluie en rouge? C'est bizarre. Pourquoi c'est écrit comme ça? Blablabla. D'accord. N'ayez pas honte. Ça arrive, c'est tout le temps. Dans les classes, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais pourquoi il a fait ça? C'est bizarre. Voilà. Donc, on est d'accord que dans notre tête, alors que vous avez vu tous le même mot, hein, c'est pas comme l'histoire de la robe bleue, noire, marron, là, ça a tourné. Non, là, c'est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de truc sur la couleur. Eh bien, il se passe pas la même chose dans notre tête. Même ceux qui voient des parapluies ne voient pas le même ceux qui pensent à parapluie ne le pensent pas de la même façon. Donc on est vraiment unique, il se passe quelque chose dans notre tête qui s'appelle une évocation. Donc ça, vous l'avez vu, c'est rentré par l'œil. Maintenant, vous n'allez rien voir parce que je vais vous le dire. Donc le mot est le suivant, écoutez bien. Énergie. Ah oui, ça vous a tous plombé là. Ah purée, on n'en a pas d'énergie, on est samedi, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Quels sont ceux qui travaillent chez EDF et ont eu le logo d'EDF dans la tête? Ça m'est arrivé une fois. Non, qui a eu quoi? Économie d'énergie. Un symbole, une ampoule. Ah oui, un enfant qui saute. Voilà. Vous avez des petits-enfants, non? Oui, ça doit être ça. C'est que les grands-parents à qui on file les petits-enfants, ils n'en peuvent plus en général. Quoi d'autre, oui? La radio. Ah oui, N-R-J. Oui. Ah, le cirque, oui, dans le corps, vous avez senti l'énergie, ou bien il y en a qui le sentent, ou bien il y en a qui sentent qu'ils n'en ont plus. Hein. C'est l'un ou l'autre, etc. Qui a eu quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça? Le soleil, si, c'est notre source d'énergie. C'est vraiment bien, ça aussi. Ouais. Super. Parce qu'un jour, j'avais mis cafetière et il y a quelqu'un qui m'a dit Gaston Lagaffe. Pourquoi? Il me dit, oui, parce que Gaston Lagaffe, il a construit une cafetière qui a pété, bien sûr, qui a mis le feu aux éditions Dupuis. Donc voilà, dans notre tête, ça peut partir vraiment très, très loin. Hein. Donc il faut le savoir et on a le droit. En plus, on est autorisé. C'est quand même un lieu où on a le droit de penser encore tout ce qu'on veut. Donc, quand ça rentre par l'œil, il se passe quelque chose. Quand ça rentre par l'oreille, il peut se passer aussi le même genre de choses. J'ai une image. Ou bien je me parle dans la tête, ou bien j'ai une sensation, etc. Ou bien il peut se passer quelque chose de différent en fonction de... Parapluie, c'est un objet, voilà, a priori on sait ce que c'est. Énergie, c'est plus flou comme concept. Hein. Donc on n'a pas forcément ou une radio, ou le logo de la radio, etc. Donc maintenant je vais vous montrer une diapo, vous allez en prendre connaissance et on en parle juste après. Alors, pourquoi, au bout d'un moment, on laisse tomber? Parce que vous allez observer que, ça c'est mon côté un peu pervers, je vous ai dit, vous allez prendre connaissance de cette diapositive. Prendre connaissance, ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas d'action d'en prendre connaissance. Qu'est-ce que je fais? Je mémorise en me disant, oh là là, je vais être interrogée, il vaut mieux que je sache. Qui a compté les bulles? Merci, on fait partie du club des obsessionnels. On est deux, c'est une nouvelle. On est deux, moi je les compte aussi. Donc j'arrive toujours à avoir des membres dans mon club. Donc il n'y a pas d'action. Je vous ai pas dit quelque chose. Tout à l'heure je vous ai dit vous allez regarder le mot et voir ce qui se passe dans votre tête. Vous allez le lire, vous allez écouter. Là je vous ai dit prenez connaissance. Or il se trouve que notre cerveau n'aime pas ne rien faire ou faire pour faire. Donc si je ne vous donne pas d'action, regardez et comptez les bulles, regardez, lisez, cherchez l'erreur, ou essayez de trouver un lien, etc., eh bien, on va s'auto-prescrire quelque chose. Il y a ceux qui ont besoin de comprendre, il y a ceux qui vont chercher le petit truc qui est bizarre, il y a ceux qui ont besoin de mémoriser en disant « Oh là là, il y a peut-être un truc du côté d'un challenge mémoire, etc. » On va s'auto-prescrire quelque chose. Donc, vous imaginez bien que si on ne dit pas clairement à nos enfants ce qu'on attend d'eux, il y a de fortes chances pour qu'ils fassent autre chose. En tout cas, juste ce qu'ils ont imaginé. D'accord ? Plus la consigne est claire, plus vous êtes sûr que l'enfant va pouvoir, enfin c'est vrai avec votre mari ou votre femme aussi, hein, je dis ça, mais va pouvoir faire exactement ce que vous demandez.
hein, d'accord? Donc si je dis lis ce texte pour me dire où se passe l'histoire et qui sont les personnages, vous le saurez à la fin. Si je lui dis juste lis ce texte, quand vous posez des questions, vous allez dire mais t'as pas lu? Mais si, j'ai lu. Mais il a lu pour lire, il n'a pas lu pour quelque chose. Donc plus la consigne est claire, plus on le met en projet de quelque chose et on est sûr qu'il va réussir à se mobiliser pour ça. Peut-être qu'après il aura des difficultés, mais c'est autre chose. Hein. Donc c'est toujours bien indiquer ce qu'on attend. C'est le trait typique « range ta chambre » qui ne donne jamais le résultat que nous, on a dans notre tête. Parce que quand on revient et qu'on voit le tas de vêtements au milieu de la chambre, on dit mais c'est quoi ce truc-là? Bah, tu m'as dit de ranger ma chambre. Mais oui, mais je t'ai pas dit. Alors ranger, ça veut dire mettre tes affaires au linge sale, ranger les livres dans la bibliothèque, voilà, etc., etc. C'est des tas de petites actions. Donc plus c'est précis, plus c'est ciblé, plus l'enfant va comprendre ce qu'on attend de lui. Donc on fonctionne de cette façon-là. On a donc des évocations dans notre tête. Elles peuvent être visuelles, totalement visuelles, que de l'image. Alors de l'image, le parapluie ou le mot du parapluie, c'est une image aussi. Elles peuvent être auditives. J'entends la voix de la maîtresse qui répète les choses. Donc ça, on en a besoin. Par exemple, quand on apprend une langue, il vaut mieux avoir le son de la voix du prof qui dit correctement les choses. C'est mieux. Donc on a tous on a un peu de tout. On a des préférences, mais on a un peu de tout. Ça peut être kinesthésique, on ressent, on a un ressenti ou de mouvement, ou de goût, ou dans le corps, comme tout à l'heure. Là, la sensation de l'énergie dans le corps, c'est kinesthésique. Ou verbal. J'ai d'abord une image qui arrive et je parle dessus. Ou bien je parle et l'image arrive dans un second temps. Ça, c'est un peu comme dans les documentaires animaliers. Le papa lion dort au pied de l'arbre. Ses petits lionceaux lui mordent de la queue. La maman est partie chercher à manger. Voilà. Donc et puis on voit les images. Donc ça, c'est ça. Donc vous savez maintenant qu'il existe dans notre tête ce qu'on appelle des évocations et que ce qui est dans votre tête n'est pas forcément dans la tête de votre enfant, ou en tout cas pas tous les enfants. Pause. Alors ça, c'est pour rassurer les parents sur la question de l'orthographe. En consultation, je vois un nombre de parents très inquiets en disant « Vous vous rendez compte, il fait des fautes, c'est horrible. » Oui, mais il n'a que 7 ans, donc vous allez le laisser faire des erreurs. Comprendre la règle, être capable de l'appliquer voilà, de façon automatique et un peu rapide, ça ne se fait pas avant 12 ans. C'est à 12 ans que c'est finalisé, ce truc-là. C'est comme la vision périphérique traversée en voyant bien tout ce qui se passe au loin, c'est 12 ans. Alors, il y en a qui, très tôt, ont une très bonne orthographe lexicale et en général, ils photographient le mot, ils s'en souviennent. Puis il y en a qui sont très logiques, donc ils ont une très bonne orthographe grammaticale. Mais c'est pas vrai pour tous. Donc, il y a bien un moment où il faut se tromper, faire des erreurs, et puis pouvoir être accompagné, autorisé à faire des fautes, comme on dit, pour ensuite être capable d'appliquer la règle. Un enfant qui met « les lapins mangent des carottes » mange avec un S, eh ben c'est super logique. On peut lui dire « bravo, tu as compris qu'il y avait un pluriel ». C'est déjà bien. Alors après, il confond pluriel des verbes, pluriel des mots. Hein, d'accord, mais on est déjà dans une étape d'une logique qui s'est installée. On ne peut pas lui dire « mais non, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais ça va pas la tête là, c'est ENT ». Parce que nous, on le sait, alors on frime un peu, mais eux, ils savent pas, ils sont en train d'apprendre. Donc, pas d'inquiétude et pas de surinquiétude autour de l'orthographe. C'est qu'une histoire de règles à appliquer. Et on peut vraiment, ça peut être comme un jeu, on apprend les règles du jeu comme on joue au Monopoly. Je dis ça parce que je me souviens d'un petit patient d'Audrey qui était venu. La maman avait amené la carte de fête des mères. Et donc c'était une carte, mais vous savez, le genre de carte qui vous arrache les larmes, là, ah, maman chérie, tu es la plus belle, etc. Mais plein de fautes. Et la mère dit, c'est dommage, il y a plein de fautes. Et donc, alors on fait, ah, comme ça on dit, ah, mais je pense que nous aussi on serait dit, oh bah tiens, quand même, c'est dommage, il y a des fautes, mais je vais pas lui dire. Mais on peut parfois pas faire attention à ça, on se dit, c'est mignon, ça nous touche, et puis on rapatrie ce truc-là. Le jour de la fête des mères, ou des pères d'ailleurs, laissez tomber les fautes, ça vaut pas la peine. C'est la carte qui compte, sinon l'année d'après, vous n'aurez pas de carte, hein, ça c'est sûr. Faites gaffe. Donc apprendre, c'est aussi apprendre avec son cœur, apprendre avec ses émotions. Les émotions, elles ont une part très essentielle, hein, vraiment dans l'apprentissage, et elles sont souvent
Diaboliser. Il y a des émotions positives, négatives. Il y a les bonnes ou les mauvaises. Or, les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste confortables ou inconfortables, hein, elles nous traversent. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer une consigne et je vais vous laisser vous débrouiller pour trouver la réponse. Alors, en règle générale, quand on voit ça, il y en a qui ont laissé tomber ? Oui, on est d'accord. Il y en a qui laissent tomber. Quand on laisse tomber, ça s'appelle le découragement, c'est une émotion. On est découragé, on croit qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais l'impression qu'on me secouait comme une bouteille d'orangina, comme je suis kinesthésique. Et je me suis dit, je vais jamais trouver. Panique. Et puis après, j'ai vu un agenda qui s'ouvrait, j'ai attrapé un jour, j'ai fait des bonds à droite à gauche et je pense trouver la réponse. Enfin, maintenant, je sais que c'est la bonne réponse. Quand on voit ça, on se dit, il y a toujours, peut-être qu'une petite seconde pour certains et beaucoup plus pour d'autres. Émotionnellement, on dit, oh là là, c'est nouveau, c'est un peu paniquant. La clé du truc, c'est de rentrer par aujourd'hui, hein, sinon on n'y arrive pas. Et il y en a qui vont tourner en boucle. Il y a des enfants qui, quand ils voient une consigne, ne comprennent pas tout de suite. Je vais dire, alors, l'avant-veille du lendemain d'aujourd'hui, l'avant-veille du lendemain d'aujourd'hui, l'avant-veille, mantra. Donc ça tourne, mais ils ne font rien. Ils sont complètement coincés. Émotionnellement, ils ne peuvent plus avancer. C'est quoi la réponse ? Oui, hier, oui. Donc, quand on est face à quelque chose de nouveau, nous, on est des adultes. Donc, a priori, on sait à peu près apprivoiser nos émotions, on maîtrise un petit peu, quoique parfois sur la route, on se demande. Mais, a priori, on sait quand même se calmer, respirer, faire en sorte. Or, comme je disais, les émotions, elles nous traversent. On peut être joyeux, facétieux, charmant, etc. Enfin, on peut être enjoué, on peut s'étonner, etc. Toutes ces choses-là, ça nous traverse. C'est vraiment notre corps qui en fait l'expérience. Et ici, en France, mais c'est vrai un peu dans d'autres pays, on est très pauvre en vocabulaire émotionnel. Les ados, ils disent je suis vénère. Voilà, ils sont vénères pour tout. Et quand ils disent c'est cool, c'est ouais, c'est cool. Non, ils disent c'est cool comme ça sans rigoler. Et là, vous savez qu'ils sont au taquet et que c'est génial. Ah ouais, d'accord. Et nous, on dit, les adultes, on revient et on dit je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors parfois, on n'est pas fatigué, c'est pas vrai. On est énervé parce que notre collègue, il nous a pourri. On est triste parce que peut-être que, je sais pas quoi, il nous est arrivé un truc qui nous a rendu tristes. On est peut-être, je sais pas quoi, déçu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on n'est pas juste fatigué, c'est pas vrai. Fatigué, c'est la réaction du corps. Mais le mot qui vient, c'est autre chose. Je dis toujours cette petite histoire-là d'une petite fille que c'est vraiment, là, pour moi, c'est le summum de ce que j'avais vu en termes d'émotion. Une petite fille qui vient me voir et qui me raconte, les copines, elles sont pas sympas. Et c'est vrai qu'elles n'étaient pas sympas. Je lui dis, dis donc, t'as dû être drôlement déçue. Et elle fait, un peu. Je lui dis, mais non, t'as entendu ? Le gros soupir, ça dit beaucoup. Ça dit pas un peu. Je vais pas lui laisser lui laisser croire et lui laisser dire qu'un gros soupir, c'est un peu. Donc on a tendance à vouloir étouffer ça parce que ça nous énerve. On a toujours envie que nos enfants n'aient que des émotions confortables, qu'ils soient joyeux. Mais c'est des enfants, voyons, ils ne peuvent pas avoir des tracas, etc. Or non. C'est vraiment quelque chose qui nous traverse, qu'au-delà de nous-mêmes, on ne peut pas le penser. Si en sortant, on croisait un tigre du Bengale devant l'espace Malraux, on ne serait pas en train de se dire « Purée, c'est quand même étonnant ça. Tu as vu ? Ce tigre du Bengale qui est là, il devrait être ailleurs, nous sommes en Île-de-France. » Non, on ne ferait pas ça. On aurait vraiment peur, ça couperait notre possibilité de penser et on prendrait nos jambes à notre cou pour essayer de sauver notre peau. Donc les émotions, elles sont utiles. Elles nous aident vraiment à débrancher la machine pour pouvoir nous mettre en mode survie. Or, parfois, ça se déclenche. On a ce qu'on appelle l'amygdale, qui est une glande qui est dans notre cerveau. On a celle-ci aussi, mais c'est l'autre, qui va surréagir et couper la possibilité de penser. Ça veut dire que quand les enfants sont très énervés sur la question des devoirs, etc., mais non, mais j'y arriverai pas, mais c'est trop dur, mais tu te rends pas compte, etc., ça part comme ça en live.
Ça sert absolument à rien de dire « Mais quand même, regarde, mais t'as 10 ans, mais en plus tu sais le faire, ça on l'a déjà fait. » Et on va commencer à moraliser, à aller chercher du côté de la logique et tout. Là où il faut juste économiser votre salive, il y a juste à se taire et à dire « Je vois que tu es vraiment découragé et submergé parce que tu as l'impression que tu vas pas réussir. On va attendre un petit peu, on le refera plus tard. » Il n'y a rien à faire d'autre que prendre son enfant dans les bras, lui mettre la main sur l'épaule ou sur le bras pour que ça descende. Il n'y a rien d'autre à faire. Lui apprendre à respirer. Donc c'est respirer, accueillir l'émotion. Et quand l'enfant est petit, c'est pas lui qui va vous dire le mot. Il va pas dire « Je suis particulièrement énervé parce que mon camarade de classe m'a piqué mon stylo. » ce bougre, etc. Donc il ne va pas le dire. Donc il va falloir que vous mettiez des mots sur ce que vous observez. Si le mot c'est le bon, comme l'exemple de « tu dois être drôlement déçu »,« le corps fait ça », je soupire. Si c'est pas le bon, si on dit « dis donc, je vois que tu as l'air triste », et l'enfant va vous dire « mais je suis pas triste du tout, je suis en colère », et voilà, il va être capable de déverrouiller si c'est pas la bonne émotion. Donc c'est vraiment quelque chose à apprivoiser, parce que quand l'émotion nous traverse, c'est normal. Après, si on s'accroche à ça et qu'on est coincé dedans, eh bien on se retrouve avec par exemple des élèves qui sont excellents, très très bons élèves, mais supra-anxieux, et qui en fait, une fois assis face à la copie, perdent tous leurs moyens. Ils sont incapables de déverrouiller parce qu'ils sont complètement pris, on dit, ils pédalent dans le limbique, ils n'arrivent plus à se dépatouiller de ces émotions-là. Donc c'est quelque chose à dire, des émotions c'est normal, on va en traverser des confortables ou des moins confortables, on ne peut pas les repousser sinon ils vont revenir. Et on peut se retrouver avec un écran blanc, être incapable de pouvoir faire quelque chose. Donc ça fait partie du apprendre aussi, cette chose-là. Et puis, on doit apprendre avec son corps. Le corps, il doit être mobilisé. C'est vraiment le parent pauvre. On dit toujours, il y en a beaucoup qui pensent que on est un cerveau dans une boîte crânienne, déplacé par deux jambes. Oh, coup de bol, il y a un taxi qui me déplace, mon cerveau. Non, mon corps, il est vraiment mobilisé dans l'action. Donc, mon corps, il a besoin d'air, de respirer. Ça veut dire ouvrir les fenêtres même en hiver, aérer, qui est de l'oxygène. Notre cerveau, c'est un truc tout mou, tout moche, très flasque, mais qui fonctionne avec beaucoup d'oxygène et aussi avec beaucoup d'eau. Et parfois, l'eau, pas l'alcool. L'eau est un hydratant, l'alcool ne l'est pas. Ni les boissons gazeuses d'ailleurs. Donc l'eau, c'est le seul hydratant. Donc quand on a l'impression, mais ça vaut pour vous aussi au travail, quand vous commencez à mouliner, vous n'arrivez plus à penser, vous êtes fatigué, etc. Quand vous buvez de l'eau, ça refait circuler les idées. Pourquoi ? Parce que ça fluidifie tout ça. Et malheureusement, c'est vrai qu'en classe, souvent, on n'autorise pas les enfants à avoir leur bouteille d'eau parce qu'on a peur qu'ils se les balancent et que ça se finisse en bataille d'eau. Bon. Mais il faudrait avoir des petits moments où on peut les faire boire, puisqu'on s'est rendu compte aussi, notamment pour les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, que quand on leur fait boire plus d'eau, ils s'apaisent et ils sont plus attentifs également. Une autre chose qui est très déficitaire, surtout chez nos adolescents, c'est le sommeil. C'est vraiment le gros problème, le sommeil. Les tablettes sont éteintes très tardivement, les ordinateurs encore plus, les téléphones portables, je ne vous en parle pas. Et du coup, on a beaucoup d'ados qui sont réveillés en pleine nuit par le petit MMS ou le petit SMS qu'on voit les copains, etc. Donc c'est un sommeil qui n'est pas un sommeil de qualité. Et quand on n'arrive pas à dormir, et c'est pendant le sommeil que tout se réorganise dans notre cerveau. Donc si on n'arrive pas à avoir des plages de sommeil suffisantes, il y a une fatigue qui s'installe, une vigilance qui est moins grande, et du coup une capacité à mémoriser et même à être attentif qui est largement diminuée. Donc on dit que l'idéal, c'est quand même d'éteindre les écrans une demi-heure avant de pouvoir s'endormir. C'est vrai pour nous aussi. Mon mari a parfois sa tablette au lit. Ça m'agace. Je lui dis, chérie, qu'est-ce que tu fais avec ton iPad dans le lit ? Ferme-moi ça, tu vas pas pouvoir dormir. Donc, c'est génial. Ces outils-là sont géniaux. On est complètement dépendant de la technologie. On trouve ça super. Donc, on peut pas dire à nos enfants, mais non, arrête ça, tes jeux là.
La dernière fois, il y a une maman qui m'a dit « Ah oui, il m'agace là avec ces jeux en ligne, etc. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Pourtant, c'est chouette quand même. Moi, je trouve ça bien, les jeux vidéo, enfin, à petite dose. Mais c'est quand même bien, ça développe un lien social, tout ça. » Elle me dit « Quoique c'est vrai, moi, je joue en ligne au Scrabble avec mes frères et sœurs. » Ah ben voilà, donc nous-mêmes, peut-être qu'on fait ça aussi. On ne peut pas le reprocher, mais il faut savoir que quand on reçoit de la lumière de l'écran, ça ne nous aide pas à dormir puisqu'on pense qu'il fait toujours jour. Donc c'est un vrai problème. Coupons les écrans assez tôt. Et enfin, pas trop de sucre. Alors, c'est quoi cette histoire de sucre ? Je parle des sucres rapides. Souvent, pour les goûter, on va donner des petits bonbons, des boissons gazeuses, des machins, ça, des petits trucs qui font que le taux de sucre dans le sang va augmenter très fortement. Donc quand ça augmente très fort, comme notre organisme est quand même très sympa, tout se régule. Et quand ça commence à se réguler, du côté du pancréas notamment, tout le sang qui est mobilisé ici ne l'est pas là. Donc on ne peut pas être attentif quand on a mangé trop de sucre. Donc les sucres, gardez-les. Moi j'adore les bonbons, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais après avoir travaillé. Mémorisez, travaillez, etc. Faites les exercices et ensuite, bravo, tu as vraiment bien bossé. Une petite récompense, 2 kilos de fraises tagada. D'un coup. Donc voilà, un peu de sucre. Mais voilà, le lien entre trouble déficitaire de l'attention et trop de sucre a encore été démontré aussi. Donc ça, c'est vraiment il faut faire attention à ça. Donc en résumé, on n'apprend pas de la même manière. On n'a pas tous la même façon de faire. Et on apprend beaucoup mieux qu'en quoi ? On apprend beaucoup mieux quand on sait comment on fait. Moi, je sais que j'ai des images dans ma tête. Donc j'ai besoin d'images, j'ai besoin de mouvements. Il y en a d'autres qui ont besoin de parler. Audrey, elle a besoin que ça parle dans sa tête. Parfois, elle parle tout fort quand on travaille, donc c'est un peu agaçant. Mais voilà, on a 2 fonctionnements différents. Donc on sait comment ça se passe dans notre tête pour pouvoir attraper l'information correctement et s'en souvenir et travailler dessus. Ensuite, qui a dit qu'à la maison, on devait faire les choses sans que ce soit sympathique ? J'ai le droit de m'approprier une leçon comme je veux. Je peux imaginer que Ramsès fait du surf sur le Nil, si ça m'aide à me souvenir des villes du passage, Luxor, machin, etc., que la Haute-Égypte est en bas, que la Basse-Égypte est en haut, etc. On s'en fiche, personne. Tant que je peux restituer correctement l'information, je ne suis pas obligée de l'apprendre de manière pénible, pas drôle, etc. Je peux, dans ma tête, faire ce que je veux. Si ça me permet de mettre ça. Après, bien sûr, je ne vais pas mettre Ramsès fait du surf dans ma feuille. Ça ne serait pas bon. Mais quand je réactive mes connaissances, qu'est-ce que ça veut dire réactiver ses connaissances ? Très souvent, les parents disent « réécris, c'est bien, ça marche. Moi, je l'ai fait, c'est super, fais des fiches. » Donc, on donne la bonne méthode, qui est notre bonne méthode, en disant « écris. » Or, un enfant qui n'est pas kinesthésique et qui n'a pas besoin d'images dans sa tête, écrire, ça lui sert à rien du tout. Si, à lui faire mal à la main, c'est tout. C'est peut-être qu'il a besoin de se parler ou de se raconter la chose, de l'enregistrer. Donc réactiver les connaissances et les faire réexister dans notre tête, mais aussi repasser dessus peut-être en racontant. Tiens, je te raconte mon cours. Tiens, je vais aller sur Internet voir une petite vidéo sur un sujet parce que c'est intéressant. Ça veut dire faire réexister de plusieurs façons. On sait que quand on est passé au moins 5 fois sur un sujet de façon différente, voilà, ça y est, on le maîtrise. D'accord ? Donc ça, c'est très important, la réactivation. Ça marche mieux aussi quand je me mets en projet. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'histoire des bulles. Si je n'ai aucun projet, est-ce que c'est un projet de compréhension ? Est-ce que c'est un projet de mémorisation ? Est-ce que c'est un projet de résolution de problèmes ? Donc, qu'est-ce qu'on attend exactement de moi ? Plus je sais ce qu'on attend de moi, mieux je vais réussir à me mettre en route pour le faire. Peut-être pas le réussir, mais totalement, mais en tout cas, mettre un mouvement. J'apprends mieux aussi quand j'apprivoise mes émotions. Quand je sais, voilà, je vois que, oui, quand je fais quelque chose de nouveau, ça fait peur. Ou bien, là, le prof, je l'aime beaucoup. Son cours, il est super et j'ai vraiment envie d'avoir une bonne note parce que je veux l'épater et puis, voilà, je veux y arriver. Parfois, avec un enjeu qui est positif comme ça, on peut vraiment se bloquer totalement. C'est pas juste un enjeu anxieux. Là, c'est de l'anxiété dans le sens positif.
Quand je prends soin de mon corps, comme on l'a dit, ça marche mieux aussi, nettement mieux. Donc avec des choses qui sont boire de l'eau, s'aérer. Quand vous voyez qu'il y a un blocage, il faut arrêter. Mon fils n'est pas là, c'est bien, il est de l'autre côté. Donc un jour, je parle tout doucement car il entendrait. Donc quand il était en première S, un jour je l'entends hurler ouais, fais chier, etc. Bon, je dis qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'y arrive pas, c'est complètement débile ces exercices, etc. Donc là 2 options. Je l'attrape, je le fracasse. Non, il est plus grand que moi. Donc, dehors. Je lui dis, va, sors, va faire un tour. Oh, va dehors. Il a pris son vélo, il a fait le tour du quartier, il est revenu, j'ai entendu la porte claquer. Et quelques temps après, je lui dis, mais au fait, ça a été? Ouais, en fait, c'était facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de miraculeux. Quand il est passé, je ne lui ai pas jeté de la poudre magique. Il est juste allé déverrouiller. C'est que là, il n'en pouvait plus, il ne voyait plus la solution, il était complètement pris dans ses émotions. Il est allé s'oxygéner, faire du sport, etc. Quand il est revenu, il a vu les choses différemment. Ça nous arrive souvent, on est bloqué sur quelque chose, on dort dessus, le lendemain matin, sous la douche, on dit « Ah ouais, bah oui, ça y est, j'ai trouvé ». J'ai trouvé parce que j'ai laissé du temps à mon cerveau. Je dis souvent aux enfants qui viennent me voir, pose la question à ton cerveau, mais attends qu'il te réponde. Arrête de lui dire « Vas-y, c'est maintenant, hein, t'es bête, t'y arrives pas ». Attends que ça monte. On ne peut pas tout de suite avoir tout comme dans des questions pour un champion. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Mais voilà, parfois, il faut quand même qu'il y ait un mouvement et que ça prenne du temps. Donc tout ça, c'est l'approche tête-cœur-corps. Et sur cette approche-là, il y a quelque chose qui est vraiment la pierre angulaire qui nous tient vraiment à cœur. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion? Pour certains ont vu My Fair Lady, mais pour d'autres, je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de 2 rats, enfin de plusieurs rats. Nous avons le rat de base et le rat de compétition. Donc c'est un psychologue américain qui s'appelle Robert Rosenthal qui a mis en œuvre cette expérience il y a quelques années, qui a donné à ses étudiants un groupe de rats en disant vous prenez soin d'eux, vous leur donnez à manger, vous vous occupez d'eux. Point barre. Il a donné un autre groupe de rats en disant là je vous donne du rat, mais c'est du rat de compète, ils sont hyper intelligents. Donc vous prenez vraiment bien soin d'eux, il ne faut pas qu'il y ait de mort. En fait, c'était les mêmes rats, bien évidemment. Au bout d'un mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rat de base est resté rat de base. Et le rat de compétition, dit intelligent, est devenu intelligent. C'est-à-dire que le rat, il était capable de passer des labyrinthes, pousser des machins pour aller chercher de la nourriture. Il avait développé des compétences qu'il n'avait pas un mois plus tôt. C'est quoi la différence entre les deux? Certainement pas la nourriture qu'on leur donnait, les croquettes pour rats, je ne sais pas si ça existe. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'amphétamine, des trucs comme ça. La seule différence, c'était quoi? C'est l'attente des soigneurs, l'attente des étudiants. Dans un cas, ils n'attendaient rien. Dans l'autre cas, ils étaient persuadés d'avoir affaire à des rats intelligents. Donc, ils ont interagi et ils ont sollicité le rat, qui fait que le rat a répondu à ça. Et voilà, l'engrenage a mis en place cette chose-là. Ils ont ensuite fait cette expérience dans une école qui s'appelle Oak School, où là, on a laissé traîner des faux tests de QI en disant, là, ces enfants de cette classe, ils sont super forts, très, très, très forts. Donc, les profs ont vu ça. Donc, il y avait une classe où c'était des enfants dits normaux, et puis les autres avec vraiment les têtes pensantes. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'année, on a refait passer des tests et on a vu que les enfants dits normaux avaient progressé normalement sur une année et que les autres, par contre, avaient vraiment progressé de manière spectaculaire. Et là, pareil, quelle est la différence? C'est que dans la classe où les enfants étaient dits exceptionnels, quand le prof expliquait quelque chose, si les enfants ne comprenaient pas, ils ne se disaient pas « non, c'est eux qui pigent pas ». Ils se disaient « j'ai pas dû bien leur expliquer. Non, je vais expliquer autrement ». Et donc, il insistait jusqu'à ce qu'il arrive au résultat qu'il attendait. Donc ça, c'est l'effet Pygmalion positif, c'est-à-dire que l'autre fait ce que j'attends de lui, même inconsciemment. Il existe l'effet Pygmalion négatif. Si je dis « non, mais toi, t'as jamais été bon en maths, de toute façon, dans la famille, on est tous nuls. » Ça, c'est générationnel, là. Depuis le Moyen-Âge, les maths, c'est pas notre truc. Donc, voilà. Donc, on peut
faire passer des croyances comme ça, ou dans des classes parfois, il y en a, moi j'entends ça, je suis un peu désolée, je me dis que peut-être que l'enseignant est fatigué, ou je sais pas, dire de toute façon vous êtes la pire classe que j'ai jamais vue. Alors je dis, en général, je dis aux enfants, mais non, c'est parce qu'il est agacé quand il a pris des vacances, ça ira mieux. Et tenez-vous à carreau aussi, parce que c'est vrai que c'est fatigant d'être enseignant. Moi, j'ai été prof un temps, c'est fatigant. Donc, c'est cette question-là, quel regard je porte sur l'enfant, quelles que soient ses capacités, ses compétences ou ses troubles. Parfois, il y en a qui viennent et qui me disent « Oui, mais voilà, mon enfant est dyslexique, etc. » Oui, je sais très bien ce que c'est que la dyslexie et c'est difficile. Et en plus, on n'a pas un système qui évalue correctement les enfants qui ont des troubles comme ça. Quoi qu'il en soit, il n'est pas que dyslexique. C'est un enfant et il a plein d'autres qualités, certainement, qu'il peut montrer autrement. Donc, n'enfermons pas avec un regard qui est un regard limitant, qui réduit aussi. Quand je porte une confiance absolue dans la capacité de l'autre de se déployer, vous allez voir, vous allez être hyper surpris. Dire c'est incroyable. Non, il y a rien de magique, il y a juste votre regard qui change. Et vraiment, ça marche à tous les coups. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est comme la question des notes. Je vais le dire ici, la question des notes, il me reste un tout petit peu de temps. 17 sur 20, 5 sur 20. Donc, il y a des parents qui me disent « Ah, mais 5 sur 20, c'est pas bien. » Il y a même des enfants qui me disent, ce matin, il y en a qui disent « Je suis dégoûté. J'ai 14,48 de moyenne. » Je dis « Ah bon, 14,48, c'est vachement bien. » Il me dit « Ben non, c'est n'importe quoi, c'est nul. » Je dis « Moi, pour moi, la moyenne, c'est 10. » Donc, je dis « Mais toi, tu veux combien ?» Moi, je voudrais 15,5. Ah, d'accord. Donc, il y a ton attente. Ça satisfait pas ton attente, etc. En ce qui concerne les notes, il y a eu tout un débat autour des notes. Est-ce qu'il faut des notes? Est-ce qu'il ne faut pas des notes? Qu'on mette un petit nuage et un soleil, un point rouge, un point vert, il ne faut pas prendre les enfants pour des débiles, quoi. Ils ont compris que le point rouge, ce n'est pas aussi bien que le point vert. Le soleil, ce n'est pas comme le nuage. Donc on peut mettre une note ou un petit zigouigoui, un petit smiley neutre, pas neutre, etc. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de ces notes? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand l'enfant arrive avec un 17, on dit « Ah, c'est bien !» C'est tout. Avec un 5, « Ah ben non, là, c'est pas bien !» Donc on dit « C'est bien, c'est pas bien », on n'est que dans le jugement. On ne tire rien de ça. La dernière fois, j'avais un petit patient qui était là, il a vu 17, justement, en histoire. Je dis « Oh, super, c'est bien, t'as bien bossé, alors, t'as fait comment pour... Qu'est-ce que t'as réussi ?» Il me dit, vous voulez me dire ce que j'ai raté, là? Je dis, non, pas du tout, je te dis l'exact inverse. Il me dit, je sais pas. Je dis, tu sais, t'as eu 17, par hasard, ça t'est tombé dessus, le prof était en bonne forme. Je lui dis, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce qu'on te demandait? Et là, il m'a fallu 10 bonnes minutes pour réussir à tirer le fil de qu'est-ce qu'il y avait dans l'interro, comment il a réussi à répondre. Il avait travaillé pour qu'il fasse le lien entre le travail et l'interro. Et à ce moment-là, il a réussi à me redérouler la chose. Et après, je lui dis, donc, c'est quoi les 3 points qui t'a manqué? Et à ce moment-là, il m'a dit, ah oui, il y avait une date que j'avais pas, et le prof avait dit de faire une présentation que j'ai pas faite, et il m'a enlevé 2 points, parce qu'il devait en avoir assez. Effectivement, c'est depuis le temps qu'il demande la présentation comme ça. Donc, dans 17 points, il y a 17 points. Mais comment j'ai fait pour les avoir? Je vois des enfants qui ont des résultats super et qui sont méga anxieux parce qu'ils pensent que « Waouh, coup de bol, j'ai eu 16 ». « Wow, le prof était bien luné, j'ai eu une bonne note ». Ou « C'était super facile ». Et ils ne savent pas comment ils font pour mettre en œuvre. Donc ils sont démunis, ils ne sont même pas aux commandes, ils pilotent rien. Et pour le 5, c'est pareil, ils ne savent pas non plus. 5, il y a quand même 5 points. On ne peut pas dire c'est nul, il y en a eu 5. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Du coup, ça permet de voir la marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? Je reprends toujours l'exemple de mon fils qui est de l'autre côté, donc c'est bon, je peux parler de lui, il ne m'entend pas, sauf s'il a mis un micro, qui arrive un jour avec 9,5 sur 20 en SVT, je crois.
Et j'ai dit, bon, 9,5, super, qu'est-ce qui a marché? Il me dit, j'ai eu 8,5 sur 10 à l'analyse des documents, là. Oh. Je dis, dis donc, chapeau, t'as vraiment pigé ce qu'il fallait faire, c'est vachement bien. Puis alors la multiplication, c'est pas terrible pour moi, mais la soustraction, j'ai compris. Donc 9,5, 8,5, donc il restait un point. Je lui dis, mais du coup, t'as eu 1 à quoi? J'ai eu 1 à contrôle de connaissances, ça m'énerve d'apprendre les cours. Je dis, très bien, mon gars, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, l'analyse impec, ça marchait, on n'a pas besoin de travailler ça. Par contre, apprends tes cours et fais en sorte de t'en souvenir précisément. Il savait où il avait à travailler. Et du coup, la fois d'après, ça a fonctionné. Donc, attention à ça. Quand on est juste sur le jugement de la note, c'est bien, c'est pas bien, on peut vraiment paralyser nos enfants. On est trop sur le résultat, on n'est pas sur la démarche. Alors que l'apprentissage, c'est quelque chose qui se construit dans notre tête. Donc vraiment de les inciter à faire l'effort et à savoir que même si ça ne marche pas tout de suite, ça va marcher un peu après. Pourquoi? Parce qu'on voit trop d'enfants, moi j'en vois trop au cabinet, qui ne veulent plus rien faire. Ils s'arrêtent d'écrire, ils s'arrêtent d'apprendre. C'est terminé. Quand ils arrivent en 3e et qu'ils tombent sur cette chose qui semble délicieuse et qui s'appelle le cannabis, ils arrêtent de travailler. C'est très inquiétant, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans nos cabinets. Donc un décrochage massif parce que découragés d'avance en disant mais de toute façon mes parents, eux ce qui compte pour eux c'est que les notes. Ils s'en foutent du reste. Et je dis, tu sais, je ne suis pas si sûre que toi, mais peut-être qu'ils ne te le disent pas assez, qu'ils ne s'en foutent pas. Et que derrière, quand ils te demandent quelles sont tes notes, c'est leur inquiétude qu'ils exposent. Donc pensez vraiment à ça, qui est que on peut apprendre un contenu. Voilà, j'apprends comme ça. Voilà. Mais ici, j'apprends la même chose, mais le contenu, il est beaucoup plus fun. Donc la façon d'apprendre les choses, on peut les rendre vraiment délicieuses. Et on peut faire en sorte qu'on porte un regard bienveillant et confiant. Une difficulté au CE1, ça ne veut pas dire que votre enfant ne réussira pas à faire l'ENA. Si vous avez envie qu'il fasse l'ENA, c'est toujours la même chose. Et ce qu'il ne faut pas oublier, alors ça c'est un spécial dédicace à ma fille, j'ai une fille qui est pâtissière, qui nous a dit, la seconde là, même pas en rêve, comptez pas sur moi, je veux pas y aller, je suis assise, je m'ennuie, j'aime pas ça, je veux faire de la pâtisserie. Bien sûr, nous on la voyait avocate, médecin, etc. Présidente. Non, on ne savait pas, mais... Donc elle a dit, ok, vas-y, va voir. Et il se trouve que, elle a déclenché cette passion-là et que c'est maintenant son métier, son travail, etc. Donc chaque enfant est unique, il est original comme vous d'ailleurs, et donc à ce titre, il est extraordinaire. Écoutez bien, n'essayez pas tout de suite de projeter des... Ah oui, mais lui, il est scientifique, c'est sûr, il a l'esprit matheux, là. Alors que elle, non, c'est une littéraire. Bling, bling, bling. On colle déjà les étiquettes, mais très, très, très tôt. Et du coup, on empêche les enfants de faire ce dont ils ont envie. Parce que ce qui nous importe quand même, c'est qu'à un moment, ils soient heureux dans ce qu'ils vont faire. Ça ne fait pas forcément rêver de faire l'ENA. Enfin, je sais pas, ou peut-être que si, j'en sais rien. Mais voilà, à quel endroit ils vont être bien? Il y en a qui pourront jamais être assis à un bureau. C'est pas possible. Ils ont besoin de bouger leur corps, d'être dans quelque chose où ça remue. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être en lien avec les personnes. C'est sur ces qualités-là qu'il faut s'accrocher. Donc pensez bien au fait que votre enfant, c'est avant tout un enfant et que surtout quand ça se passe mal à l'école, il y a quand même quelque chose où on reprend cette carte-là de mon enfant et on se dit mais c'est quoi les qualités que j'apprécie chez lui ? Peut-être qu'il a un super sens de l'humour. Il y a des enfants qui ont un super sens de l'humour, ils sont très tordants. Ça, c'est une super qualité. Ou bien il est serviable. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'école, qui fait qu'on peut se recentrer sur mon enfant qui n'est pas qu'un élève. Quel talent je lui reconnais? À part celui de me casser les pieds, bien évidemment. Mais de me mettre les nerfs en boule. Il y en a, j'en connais ici, qui sont très forts pour ça. Donc quel talent je lui reconnais? C'est quoi les petites phrases que j'aime l'entendre dire? Mamounette, chérie, tu es la plus belle. Je t'aime. Non, il y a déjà ton père. Laisse tomber. Il va pas quitter la place. Il m'a épatée en faisant quoi? Peut-être qu'il m'a épatée en préparant un repas, en mettant la table, en prenant soin de ses frères et sœurs, en je sais pas quoi, ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec lui? Notre temps,
il est toujours occupé par du travail, de l'activité, de l'hyperactivité. Et on ne prend même pas le temps de faire des choses avec nos enfants, pas forcément des choses exceptionnelles. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir l'exposition d'Ali ou le machin et tout, et que ce soit méga culturel en plus. On peut aussi dire, ce que j'ai envie de faire avec lui, c'est une tarte aux pommes, ou jouer à un jeu, ou regarder un DVD, je sais pas, de la Guerre des Étoiles, ce qu'on veut. Vous voyez, c'est juste pour se reconnecter au fait que notre enfant, quand on l'a vu pour la première fois, à aucun moment on s'est dit ce qu'on est. Ah purée, là, c'est la loose. C'est la loose. On n'a pas eu le bon, là. Chérie, va le changer, va prendre celui de la voisine, parce que celui-là, il n'a pas l'air... Voilà, quand on le voit, on a une confiance infinie. On trouve que c'est le plus beau de la Terre, forcément. Et on est rempli, alors c'est aussi lié aux hormones, bien évidemment, mais on est rempli d'un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il va s'arrêter à un moment, c'est pas normal. Donc ne perdez pas ce regard-là, c'est pas parce que votre enfant met le pied à l'école que tout d'un coup ça s'arrête, surtout quand il n'y arrive pas. Donc reconnectez-vous avec ça, même si parfois il y a des parcours, et je ne dis pas le contraire, des parcours qui peuvent être douloureux. Hein, on a des enfants qui vont avoir des difficultés à l'école et ça sera douloureux pour nous aussi, hein, sur ce que ça nous renvoie. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire ? Rien d'autre que vous pouvez suivre ce qu'on fait sur nos pages ou lire notre livre, bien évidemment. Puis surtout, je vous remercie beaucoup de votre attention. Y a-t-il des questions auxquelles je ne vais pas répondre ? Non, je vous taquine. Je vais tenter de répondre. Je voulais revenir sur la manière le mode d'apprentissage et de mémorisation de chaque enfant. Vous disiez, ça peut être soit par l'image, soit par l'écriture, soit par le langage. Comment on identifie en fait le ou les modes, parce que peut-être que finalement ça peut être mixé pour un même enfant. La question est très simple, c'est de lui poser une question en disant qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand je vous dis périmètre. Donc il y a des enfants qui vont dire, je vois un rectangle. Ah, d'accord. Donc vous avez des chances de comprendre que ça pose problème quand on va lui demander de faire le périmètre d'un cercle. Hein. Parce que du coup, l'image va pas trop avec ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ? Et puis après, d'interroger, tu vois quelque chose, tu vois une image qui dit, ou tu t'es dit, ou tu te l'es répété, et au fur et à mesure, l'enfant va commencer à mettre la main sur ce qui se passe. Donc là, on commence à voir comment il évoque. Ça, c'est la question de l'évocation. Après, pour mémoriser, c'est une autre histoire. Hein. La mémorisation, on peut la faire de différentes façons. Nous, on adore. Alors, je dis nous parce que il y a Sandrine on a quelques fabricantes de bonheur, des formatrices. On en a partout en France, on en a même au Québec, en Suisse, en Belgique, etc., qui portent la pédagogie positive dans le monde. On n'en a pas encore au Japon, mais ça va venir. Notre livre a été traduit en coréen, donc on ne sait pas ce qui s'est dit dedans parce qu'on ne sait pas lire le coréen. Donc voilà. Donc Sandrine, elle, typiquement, elle anime des ateliers pour les parents, les enfants et les lycéens où elle va les aider à mémoriser avec facilité. Et l'outil qu'on adore et qui marche à fond, c'est le mind mapping. C'est ce que vous avez vu ici, là. Hein, c'est cette chose-là. Quand on a un schéma centré et qu'on spatialise l'information, eh bien du coup, on appelle ça un outil cerveau total. C'est à la fois une vision synthétique des choses, à la fois des petits points donc de l'analyse. Et il y a de la couleur, il y a de l'image et ainsi de suite. Et on voit que quand on met de la couleur et de l'image, la mémorisation, elle se fait beaucoup plus facilement. Donc par exemple, pour les enfants qui ont des mots de vocabulaire à apprendre, ce qu'on dit souvent, on dit déposez-les dans la pièce. Donc soit vous mettez des post-it au départ, puis après vous enlevez les post-it et ils vont vous dire oui, il y avait cependant avec un T à la fin qui était posé sur le vase, etc. Donc il y a 1000 façons de mémoriser. Même ou de mémoriser Audrey, qui n'est pas là, je parle pour elle, elle a passé son bac à mémoriser ses cours en marchant dans la maison. Bon, ses parents sont devenus fous, mais sinon c'est... Donc elle avait besoin de marcher. Donc voilà, il faut tester plein de choses. Allez-y, essayez et voyez ce qui marche le mieux et gardez ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'on n'ose pas, on est très très bons élèves en tant que parents. Et puis parfois nos enfants disent « Ah ben non, la maîtresse, elle a dit qu'il fallait faire comme ça ». Ah ouais, mais là, on n'est pas chez la maîtresse, on est à la maison, hein, chérie. Donc, on va faire aussi comme on a envie. Donc, de jouer
avec ça, jouer avec la connaissance. L'école, il y a ce qui se fait à l'école avec un groupe, et puis après, il y a ce qu'on peut faire à la maison qui peut rendre les choses joyeuses. Quand on me dit, les mesures, c'est difficile les mesures, hein, les conversions, etc. Je dis, faites des gâteaux. Quand vous ferez des gâteaux, ça va rentrer. Hein. Ou remplissez des bassines d'eau, etc. Ça marche à fond, ça. Donc il faut faire ça, de se promener. J'ai fait quelques mètres, on prend le podomètre, etc. Il faut quand même que l'apprentissage s'incarne dans la vie. Sinon, ça reste. Nous, on est les champions de la théorie et du concept en France. On n'est pas dans les pays anglo-saxons, ils vont beaucoup moins vite vers le concept, mais ils installent bien les bases quand même. Donc manipulons, faisons des choses comme ça. La manipulation, elle n'est pas assez présente, et du coup, on a des enfants qui sont, alors c'est des bons techniciens, ils savent ils posent les additions correctement. Oh, c'est bien. Puis en fait, ils n'ont pas compris l'histoire de la dizaine. Je leur dis, alors 111, qu'est-ce qu'il raconte le 1 là ? 1. Et celui qui est devant lui, il raconte quoi ? 1. Et celui devant, 1 aussi. Ah ouais, mais non, il raconte pas 1, il raconte 10, il raconte 100. Et si la dizaine n'est pas intégrée, ils peuvent pas construire la suite. Donc pour tout comme ça, il y a plein de choses. Le fait avant, arrière, toutes ces choses-là. Savoir que devant c'est là, derrière c'est là, sur le côté. Ces choses qu'on apprend avec le corps, ça a une incidence pour être capable d'accorder les verbes, les noms, etc. Parce que si je dois accorder les lapins mangent ENT, il va falloir que je revienne en arrière chercher les pour faire le lien. Donc toutes ces choses du corps, elles sont importantes aussi pour des choses plus conceptuelles. Donc manipulons, bougeons, inventons. En plus, vous avez plein d'idées. Hein. Je suis sûre que vous avez plein d'idées, les parents. Il y a plein de trucs à faire. Oui. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de remettre au goût du jour les pédagogies actives nouvelles des années 60-70 qui finalement partaient de l'enfant, justement, plutôt que de plaquer une pédagogie très théorique, partaient du plaisir, de l'apprentissage, justement, et il n'y avait pas de notes. Enfin, je pense à De Crowley, je pense à Freinet, Montessori, bien sûr, aussi. Alors moi, je ne suis pas contre la note, hein, mais je suis pour la joie. Je suis pour la joie d'apprendre. Donc, effectivement, ces pédagogies-là, moi, j'étais à l'école fin 70, début 80. Je les ai pas vus. Donc, ce qui est bien dommage, parce que c'était vraiment... On avait l'impression que c'était des tout petits trucs comme ça, et puis que c'était vraiment les babas cool qui mettaient ça en œuvre, et on n'en a pas gardé la substantifique moelle qui était vraiment géniale. Et donc, oui, je trouve que Freinet, c'est magnifique, et j'espère bien qu'on continue à porter cette joie-là et à tirer ce fil. Je suis pas assez spécialiste, par contre, de Crowley, etc., pour dire... mais c'est certainement dans ce courant-là. Et nous, vraiment, ce qui nous a incité à mettre en œuvre cette pédagogie positive et à insister là-dessus, c'est qu'on trouve inacceptable. Moi, je trouve... je ne sais pas comment le dire sans pleurer. Je trouve inacceptable de voir des enfants aujourd'hui qui sont encore en train de souffrir à l'école. Il y en a un, quelques années, je viens de le revoir, maintenant c'est un grand gaillard de 17 ans, je l'avais vu, il avait 9 ans. Et donc, il m'a tiré les larmes en m'expliquant comment la maîtresse faisait pour le motiver pour travailler. Donc, il lui prenait les cheveux comme ça, il tirait dans tous les sens. Il m'avait cueilli, cet enfant-là, et il me voit, alors les deux larmes sont coulées. Je me dis, oh là, t'as besoin de vacances. Et je lui dis, tu vois, vraiment, ça me fait de la peine de t'entendre dire ça, parce que moi, je l'ai vécu, mais je croyais que ça n'existait plus. Et t'es en train de me dire que ça existe encore. Et je ne peux pas me résigner à ça, parce que apprendre, c'est une vraie joie, quoi. Se sentir penser, c'est jubilatoire. Réfléchir, c'est quand même génial quand on sent qu'il y a nos neurones qui se connectent. Et de voir qu'il y a des enfants qui sont contents d'aller à l'école, hyper joyeux, et qui au fur et à mesure vont se faner comme des petites fleurs qu'on n'arrose pas, je peux pas m'y résigner. J'y arrive pas, quoi. Je crois que... Et je me dis que c'est vrai qu'il y a une demande qui est faite sur les enseignants qui est trop forte. On attend d'eux tout et n'importe quoi et des évaluations pas possibles. Et quand on voit les heures qu'ils font, je trouve ça dingue. C'est trop. Donc, au bout d'un moment, ils craquent aussi, ils n'en peuvent plus, et je peux le comprendre. Et du coup, on détériore quelque chose qui devrait fonctionner de façon beaucoup plus joyeuse. Ouais. Oui.
Bonjour, je m'appelle Damien. Merci pour la présentation. Je suis vraiment en connexion avec vous, positivement sur tout ce que vous avez dit. Sympa. Il y a juste un sujet que je voulais relever, c'était le sujet sur les notes. Oui. Alors, il y a nos sachants, aujourd'hui, nous politiques. Je voudrais remettre un petit peu ça en cause. Alors moi, ça m'avait beaucoup amusé parce que je me suis dit, ils ont certainement été tous traumatisés par les notes. C'est peut-être pour ça qu'ils voudraient le faire disparaître. Oui. Finalement, j'ai pas compris votre position. Vous êtes plutôt pour ou contre? J'ai compris que, en fait, vous avez très bien expliqué. En réalité, ça peu importe, en fait. Mais vous, par rapport à ce sujet-là, vous diriez quoi? N'en faites rien, restons comme on était avant, ou plutôt changeons le système? Moi, je suis pour que l'enfant sache s'évaluer, qu'il comprenne sa note. Donc, je suis OK pour qu'il y ait des notes. Mais pas que ce soit juste plaqué, comme ces enfants qui disent « Ah, zut, j'ai eu 12 », et hop, ils jettent le truc. Donc, prenons le temps de mettre un petit mot supplémentaire en disant « Bravo, tu as vraiment bien réussi l'analyse du texte », et puis fais un effort encore sur... Alors, ça demande un petit peu plus de temps pour mettre des encouragements, mais pas plus que d'écrire peut mieux faire, par exemple. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il y a besoin d'une évaluation, de savoir où on se situe et de se voir progresser. Par contre, pas tel que c'est fait là. Quand on dit c'est bien, c'est pas bien. Ou les parents... Alors, c'est vrai que c'est génial, que dans les dîners en ville, quand vous arrivez, vous dites... Oh, oui, c'est vrai que mon fils a passé Polytechnique. Oh, il est arrivé 3e. Donc, ouais, c'est hyper narcissisant pour les parents, c'est génial. Mais, ou de dire, voilà, ma fille elle est pâtissière, elle travaille très bien, tout ça. Je suis très fière, je suis super fière, mais je suis surtout très heureuse que ça se passe bien pour elle. Quoi qu'il en soit, faisons quelque chose de cette note qui est comment tu sais, comment tu vas pouvoir redupliquer la chose. C'est pas juste le fait du hasard. J'en ai plein qui me disent, j'ai eu 16, c'était facile. Je dis, ah ouais, d'accord, coup de bol, quoi. Je dis, donc tout le monde a eu 16. Ah ben non. Je dis, tu viens de me dire que c'était facile. Donc voilà, en fait, ils ne savent pas comment ils font. Et ça, c'est arriver au collège et toujours pas savoir comment on fait quand on travaille. On se dit qu'il y a un manque qui est assez fort quand même. Parce que c'est vraiment, et la majorité, que ce soit ceux qui réussissent pas ou ceux qui réussissent, il y a un souci là-dessus. Et puis, quand on réussit pas aussi, c'est vrai que la note, elle détermine quand même une confiance en soi et une estime de soi. Et certains vont vraiment être collés à ça. Ils vont avoir une estime d'eux-mêmes qui est de l'ordre du micron, quoi. En disant, de toute façon, moi, je suis nulle, je suis bête. Il y en a qui me disent, je suis bête, parce qu'ils ont des mauvaises notes. Et je lui dis, non, c'est deux choses différentes. On peut ne pas avoir compris comment on fait, pas avoir compris la consigne, et pour autant être tout à fait intelligent. Non, ça n'a rien à voir, mais on valorise beaucoup les résultats. Mais ça ne dit absolument rien de ce qui va se passer après. On peut être brillant élève à l'école et rien faire de son parcours d'élève après adulte, et l'inverse aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous intervenez auprès des enseignants et dans quel cadre. Ouais. Parce que j'ai une sensation étrange que l'attente sur les parents, elle est énorme. Et que quand tout à l'heure, une dame demandait mais comment on peut faire pour savoir par quel chemin son enfant passe, je pense qu'il est des adultes aujourd'hui qui n'ont pas ce temps-là, concrètement parlant, à la maison. Et donc je me demandais si dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, comment ces questions-là étaient abordées. Je vais vous le dire, on forme les enseignants, donc on forme tous les enseignants en formation continue en Suisse. Ils nous ont demandé de venir et on va les former régulièrement. C'est génial, ils sont super. Ils mettent en œuvre et tout, c'est vachement bien. Après, on est épatés, on dit ouais, ils ont fait ça et tout, ouais, c'est super. C'est très gratifiant, vraiment, de voir ça. En France, on intervient aussi dans des établissements. Souvent, c'est des établissements privés qui décident de mettre leur fonds de formation sur le fait d'être formés par nous, ou par Sandrine, par d'autres. Et on a beaucoup d'enseignants qui viennent se former chez nous. On a un module qui s'appelle « Enseigner, accompagner avec la pédagogie positive ». Donc, ils viennent se former chez nous parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Quand on choisit d'être enseignant, c'est qu'on a on a un truc à dire, à faire. On n'a pas envie de se laisser démonter au bout d'un moment.
dire ah purée, encore 6 semaines là, faut y aller. Non, ils n'ont pas choisi ce métier-là pour ça au départ. Ils ont envie, quoi. Mais même leur envie à eux, on l'éteint. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des super enseignants, des bonnes volontés. Et du coup, donc les enseignants viennent se former chez nous. Voilà. Nous, on va moins directement former les enseignants de l'éducation nationale, aussi parce que on croit pas du tout. Moi, je n'y crois pas du tout à quelque chose qui serait descendant comme ça. Alors, il y a les pédagogues pensants, sachants, qui réfléchissent et qui descendent le truc. Nous, on croit vraiment à la capillarité et au fait que les choses viennent de la base, se disent, s'échangent, les pratiques s'échangent. Et donc, dans des écoles, dans notre livre, on cite l'exemple de Véronique Grasset, qu'on a formée au mind mapping et qui fait des cartes, mais qui sont juste merveilleuses avec ses élèves. Elle est à Lyon, c'est absolument génial ce qu'elle fait. Vincent D'Amato, qui est directeur d'une école publique aussi dans l'Isère, qui fait des lab books là. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et ça, des cas comme ça, on en a plein. Mais c'est toujours la volonté d'un enseignant qui dit moi j'en ai marre de me faire suer avec et qui accepte de dire c'est pas grave. Peut-être que le programme il sera pas fait en totalité, mais je vais privilégier le bien-être de mes élèves et la relation à la quantité qu'on va leur donner à absorber. Donc oui, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, l'éducation nationale... Alors on intervient effectivement, on est en lien avec la cellule innovation-expérimentation. Mais c'est vraiment le village gaulois au ministère de l'Éducation nationale, ils sont très atypiques. Donc, mais non, mais c'est vrai qu'on ne forme pas les enseignants français, sauf ceux qui viennent nous voir directement ou qui nous demandent. Alors, excusez-moi de revenir sur quelque chose qui me semble propice à de la positivité. En Suisse, ça a démarré comment? Dites-vous former. Et est-ce qu'il y a assez de recul pour dire si ça a des effets à la fois sur les enfants, à la fois dans leur relation avec les parents, enfants-parents, enseignants-parents? Alors, il y a une dame qui est enseignante spécialisée dans un collège. C'est très amusant en Suisse parce que les collèges et les écoles, il n'y a pas de barrière. C'est pas fermé. Tout le monde peut rentrer. C'est ouvert sur la ville. Ça fait partie de la ville. On n'est pas comme ça. Et donc, elle a lu notre livre. Elle s'est dit, mais c'est génial. Donc, elle l'a mis en œuvre dans sa classe avec ses enfants en difficulté, là. Et elle a dit, c'est vraiment trop bien, il faut que je le partage. Et c'est elle qui a demandé à HEP, les hautes études pédagogiques, de nous faire intervenir et ensuite de nous mettre au catalogue des formations. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc on les forme sur 2 jours et après on revient, en général 3 mois après, sur une journée, voir ce qui s'est mis en œuvre et donc faire un partage d'expérience. Et donc toutes disent qu'elles voient la qualité de l'attention, le fait de faire des temps de pause, de faire de la brain gym, etc. dans sa classe, même faire boire de l'eau aux enfants, etc. Alors, elles ont des collègues qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a une qui a dit, elle dit, moi, je fais boire de l'eau à mes élèves. Oh là là, ça a changé, ça a révolutionné, parce qu'ils sont beaucoup plus attentifs, ils sont vraiment là. Puis sa collègue dit, on n'est pas au bistrot ici. Bon. Voilà, donc c'est pas juste génial, là-bas chez eux, il y a des résistances aussi. Mais du coup, ça fait un peu plus d'1 an de recul maintenant, on va dire 18 mois. Et on voit pas qu'ils disent, oh là là, arrêtons tout de suite, c'est dangereux. Ils pourraient devenir intelligents. Non, elles ont, c'est majoritairement des femmes qui sont venues se former. Et elles sont heureuses dans leur pratique. Et en mettant des choses en place autour des émotions, etc., ou du mind mapping et ainsi de suite, une autre façon de faire la classe et d'envisager la pédagogie, elles sont plus heureuses et les enfants sont plus heureux aussi. Donc voilà, mais c'est tout à fait empirique. On n'a pas fait de thèse encore là-dessus. Mais bon, nous, ce qui nous importe vraiment, c'est que ce soit opérationnel plutôt que théorique. On n'est pas bonne théoricienne, on est meilleure praticienne. Bonjour. Donc moi j'ai un petit garçon de 7 ans qui est donc en CE1 et qui a un gros souci en classe, c'est qu'il passe son temps sur la Lune. Donc c'est sympa aussi, il y a des trucs à faire. C'est très très compliqué du coup pour les apprentissages. Donc on est appelé tout le temps par la maîtresse. Donc moi j'ai tout essayé, j'ai lu plein de choses et essayé plein de choses et
et ça marche pas. Quand et il n'a pas de trouble déficitaire de l'attention avéré? Non. Non, il n'y a pas du tout. Enfin, il y a eu des bilans de faits qui montrent qu'il a tout à fait une attention qui fonctionne. Voilà. Donc quand on est à 2, ça marche bien. À partir du moment où il y a un peu plus de monde, c'est fini. Il est perdu, classe, il n'y a plus personne. Ouais. C'est fini. Alors, il y a des enseignants et des enseignantes qui font ça, c'est-à-dire que quand ils voient qu'il y en a un qui a tendance à partir ailleurs, comme ça, ils viennent, ils s'approchent et puis ils mettent la main sur l'épaule. Alors, ça, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de toucher les enfants. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est transgresser la loi, parce que quand même, quand vous mettez la main sur l'épaule d'un enfant, ça va aller quand même, c'est pas dangereux. Donc, d'être en contact, en disant, voilà, tiens, allez, vas-y, voilà ce que j'attends de toi. J'ai même acheté des sabliers pour qu'il ait la notion du temps, etc. Oui. Mais c'est simplement de revenir au contact. Si la relation à 2 marche, même dans un groupe, on peut revenir en étant, allez, vas-y. Puis hop, et on revient, allez, t'en es où? Donc toujours, voilà, de revenir chercher l'attention. Il faut que l'enseignant soit OK pour ça, mais ça marche très bien. D'accord. Oui, madame. Dans le fond, j'ai pas de micro. Enfin, je vais intervenir en tant qu'enseignant. C'est très bien. Et que papa. Que papa aussi, oui, tout à fait. Et pour rassurer un peu tout le monde, c'est que là où on ne doit pas se tromper, c'est que le plus important pour un enfant, c'est qu'il ait une bonne estime de lui-même, oui, et qu'il soit compétent dans la société. Et que des fois, l'erreur que je trouve que font souvent les parents d'aujourd'hui, c'est qu'ils mettent une pression sur l'enfant même par rapport à leur vécu. Il y a tout ça aussi. Et aussi par rapport à l'attente de la société d'aujourd'hui qui impose pas mal de choses. Et nous, en tant qu'enseignants aussi, des fois, on se trouve en permanence en conflit avec les parents, avec les élèves, et avec ceux qui sont au-dessus de nous. Et je me dis, en fin de compte, dans cette société, il faut qu'on soit partenaire. Cohérent, pas partenaire aussi, et se dire, en fin de compte, un enfant, il est ce qu'il est. Enfin, on l'a bien vu, vous avez mis tous uniques, originaux. Mais le plus important pour un enfant, quand il grandit, c'est que demain, qu'il soit confiant, qu'il ait confiance en lui-même, et se dire que peu importe ce qu'il sait faire, c'est qu'il soit efficace, qu'il soit bien socialement, et c'est tout, quoi. Parce que, comme vous dites, quand on voit ce qui se passe au Canada, en Suisse, en Belgique, ça me fait tellement de peine de voir ce qui se passe en France. Je me dis que pourtant, on a beaucoup de capacités, beaucoup de gars qui réfléchissent. Et voilà, donc il faut pas... qu'on réfléchit trop et qu'on met pas assez en œuvre. Peut-être bien. Donc je dis aux parents, je dis aux parents d'arrêter trop de vous inquiéter, puisque l'enfant il ressent aussi cette inquiétude. Oui. Et des fois, ça fait une société qui est comme elle est. Quoi. La nécessité d'être valorisé régulièrement. Un jour, je disais ça, je sais plus, c'était... dans une interview, là, un gars qui dit « Ah, bah c'est ça, alors votre enfant a 3, il faut le valoriser. » Je dis « Ben non, je m'explique. Ça sert à rien de le pourrir sur cette note-là, parce qu'après, il va avoir une estime de lui qui est vraiment moche. 3, ça n'a pas marché, mais on peut quand même aller faire ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui te reste à faire pour la fois d'après. Mais de valoriser dans tous les petits moments, on oublie de le faire. Quand ils sont petits, on dit « Ah, c'est bien, t'as réussi à tenir ta fourchette, c'est super, c'est génial. » On est tout le temps en train d'envoyer... Et à un moment, bing, ça s'arrête. Il n'y a plus personne, là. On fait « Bon, c'est bon, ouais. Voilà, ça, et c'est normal. » On a tendance à penser que c'est normal quand ils font des choses. Or, il faut vraiment bien penser que l'estime de soi, elle est là... c'est le regard que vont porter les adultes autour de moi, qui vont déjà nourrir l'estime que j'ai de moi-même. Et puis, si j'ai confiance en moi pour tenter des choses, cette confiance et la réussite dans ce que je mets en œuvre va venir nourrir l'estime que j'ai de moi-même aussi. Donc, les gens qui ont une estime d'eux-mêmes très abîmée, on s'est rendu compte que c'est soit parce qu'ils avaient été abusés, maltraités, qu'ils avaient été beaucoup critiqués, ou qu'au contraire, on les avait surprotégés. En disant, laisse-les, je vais faire tes lacets parce que tu n'es pas capable, les lacets des Converse. Là. Donc, laisse-les, je vais faire à ta place, ça va plus vite. Et quand on dit ça, quand on fait tout à la place de son enfant, on ne le laisse jamais agir. Donc, on pense qu'on lui fait du bien et en fait, c'est l'effet inverse qui se passe. Donc, il n'a pas une bonne estime de lui-même. Donc, laissez vos enfants se tromper et alors ils mettent la table, ils pètent une assiette, on s'en fiche, c'est pas très grave. Voilà, d'essayer des choses.
C'est ça qui fait qu'on a confiance et qu'on n'a pas peur après d'agir et de se tromper. Or, on est dans une société zéro défaut, qualité totale, pas le droit à l'erreur. Donc ça, c'est complètement angoissant puisque ça paralyse. Donc effectivement, cette pression-là qu'on ressent, on la ressent, j'allais dire, vous avez lu Stop à la pression, mais c'est exactement ce qu'on dit, de dire ça suffit quoi, de mettre une pression comme ça. Quand les parents disent « Ah oui, mais il est vraiment très perfectionniste ». Bon, d'accord, à 7 ans, vous êtes sûr? Donc, nous, on ne met pas la pression, hein, c'est lui qui se met la pression tout seul. Oui, mais il vous voit, même si vous ne lui dites pas, il voit que vous mettez une grosse pression, que vous n'aimez pas rater ce que vous faites, sauf que vous, en tant qu'adulte, que vous mettiez une pression tout seul, ça vous regarde, vous avez suffisamment d'expérience pour dire « Non, vraiment, là, ça fait 15 fois que je pose du papier peint, je suis toujours aussi nulle, ça m'énerve. » Peut-être. Mais l'enfant, lui, il n'a pas cette expérience-là. Il a 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience de vie sur Terre. Donc, c'est pas comparable. Donc, on ne peut pas avoir le même degré d'exigence ou de forme d'impatience avec soi-même ou avec son enfant. Sinon, on ne lui laisse pas de la marge pour être autorisé à se tromper. Et en disant, c'est pas grave, t'apprends. Mais alors ? Ou ça peut nous agacer, bien évidemment, mais il faut quand même le remettre en perspective là, sur la question de l'apprentissage. On monte l'escalier une marche après l'autre. Voilà, et peut-être que parfois on revient sur la marche d'avant, c'est pas très grave. Hein, mais d'autoriser à se tromper, c'est plus vrai dans presque aucune société maintenant. Oui. Moi, en écho à ce que tu disais pour la maman d'un petit garçon qui a 7 ans et qui part dans la Lune, nous, on a un grand garçon. Un grand garçon maintenant qui a 17 ans, qui est en terminale et qui a beaucoup été dans la Lune. Et à un moment, donc un peu plus tard, mais vers 10 ans, son copain en classe, quand il voyait qu'il était dans la Lune, il lui posait la main sur la tête et il nous le ramenait sur terre, comme ça, par le contact physique. Personne lui a demandé de faire ça au copain, mais voilà, ça s'est mis en place entre deux et ça ramenait effectivement Lucas sur Terre qui était parti voir qui était dans ce qui se passait dehors et effectivement ce contact physique. Alors c'est difficile de demander ça aux copains, d'être vigilant sur l'attention de votre fils, mais effectivement ce contact comme ça peut être une piste pour les ramener, pour qu'ils soient là, quoi. Donc c'est juste ça. Hop, on pose et eh oui, mais un jour quelqu'un nous a dit ça, finalement vous n'avez rien inventé là dans votre bouquin. Ah, je dis vous avez raison, on n'a rien inventé, mais par contre c'est que des choses de bon sens. Mais si on le mettait en œuvre, ça se saurait quand même, hein, parce que ça se passerait quand même un peu mieux. Donc faites-le. Voilà, mettez-le en œuvre. Donc, cette question du toucher, d'introduire le corps, de dire allez on est là, ou tiens j'ai quelque chose à te dire et d'attraper le contact, regarde-moi dans les yeux, etc. Ces genres de choses, ou bien de dire là à la classe ce que j'ai à dire c'est super important, donc vous allez m'écouter, et de descendre la voix et dire c'est maintenant que je vous attrape. Mais ça marche, mais c'est tellement facile que voilà. Mais parfois on est excédé, on est fatigué, on n'en peut plus et on va pas chercher dans notre boîte à outils ce qu'il y a de plus simple. Nous-mêmes on est pris dans nos émotions et on pète des plombs, quoi. Non, c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas, mais c'est humain. Juste une petite intervention concernant l'éducation des enfants. Donc, il y a des enfants à l'école, en classe, qui partent, qui sont pas là, peut-être par défaut d'attention, mais on peut se poser aussi la question de savoir si c'est la bonne méthode pour enseigner pour ces enfants-là. On peut se dire peut-être qu'il y a des enfants avec lesquels il faut se comporter, qu'il faut mettre en situation de manière différente d'un point de pédagogie, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on met tout le monde dans le même moule, effectivement, on peut générer peut-être de la frustration chez certains enfants qui n'ont pas cette connexion avec le professeur magistral qui essaie de prodiguer une connaissance à une classe qui est attentive, et l'enfant est complètement différent, donc il faut le prendre autrement pour lui donner le savoir.
ceci n'existe pas, donc ça peut frustrer certains enfants et donc les amener vers l'échec. Alors ça existe, hein. Ça existe quand même. Hein. Il y a des enseignants qui utilisent, nous on adore le questionnement ouvert, les questions ouvertes qui laissent émerger les idées. Et il y en a un comme ça qui avait témoigné une fois, j'avais adoré cette chose-là. C'est le comédien Thomas Sisley qui disait qu'il était allé au lycée international de Nice et qu'il avait des cours d'histoire en français et des cours d'histoire en anglais. Et il dit le prof d'histoire en français, il se souvenait même plus de son nom, il faisait le cours magistral, un descendant. Et l'autre, monsieur Gallagher, disait alors, à votre avis, pourquoi ils ont eu besoin de lancer une bombe sur Hiroshima, les Américains? Alors tout le monde, bah ouais, c'est vrai, pourquoi ils ont besoin? Donc il commençait à chercher dans les bouquins, il dit, nous, on n'avait qu'une envie, c'est de répondre à monsieur Gallagher et d'être vraiment... Et du coup, ça commençait, tout le monde, on faisait du brainstorming, quoi, comme ce qu'on fait en entreprise. Et il se souvenait de tout parce que c'était vivant, qu'il avait l'impression de participer, etc. Donc c'est vrai que nous, on invite toujours les enseignants, quand on fait les formations pour les enseignants, on dit, mais avant de débiter tout votre truc, partez déjà de... Qu'est-ce que vous connaissez sur la question? Donc il y a un prof d'histoire qui nous avait raconté qu'il avait fait l'Afrique. Alors en disant, voilà, je vais vous parler de l'Afrique. Qu'est-ce que vous savez? Alors la population. Ah ben en Afrique, les populations sont noires. Ah d'accord, donc noir, voilà. Il fait chaud, la température c'est chaud, etc. Il y a que du désert. Donc ils avaient dit des tas de trucs. Et partant de là, il avait dit, alors, ah oui, d'accord. Donc il y a des populations noires à tel endroit, mais il y a des populations qui sont pas noires. Et donc il fait pas que chaud. Quand on va au mois de juin en Afrique du Sud, on se pèle, et ainsi de suite. Donc il avait expliqué tous les climats, mais il était parti de ce que eux savaient pour pas avoir à redébiter les choses. Et du coup, on construit là-dessus. Qu'est-ce que tu sais? Quand un enfant pose une question, souvent je dis aux parents, répondez pas. Demandez-lui ce qu'il sait déjà sur la question, ou bien qu'est-ce que tu veux savoir exactement, parce que sinon vous allez commencer à faire toute une disserte et à la fin il dit ouais mais c'est bon, mais ça je le sais, c'est pas ça que je te demande, et il s'énerve et on dit bah tu m'as posé une question, je te réponds. Donc en disant qu'est-ce que tu sais déjà et qu'est-ce que tu veux savoir, c'est très important parce que nous en tant que parents on veut donner le maximum, et puis au bout d'un moment on dit mais c'est agaçant, il me pose une question, après il fait il a l'air de dire il me saoule quoi. Donc surtout au collège ils sont comme ça, il me saoule. Ouais mais bon, voilà, d'aller chercher qu'est-ce que tu sais déjà et qu'est-ce que moi je peux t'apporter de différent. Tout à fait. Ouais, dans ces cas-là, je le fais. D'accord, très bien. C'est l'histoire du mimétisme en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la pression que l'on a au niveau de la société, on doit juger. Il faut que ça aille extrêmement vite et il faut que tu sois percutant, il faut que tu répondes. Ceci fait qu'aujourd'hui, effectivement, la société, moi, d'autres parents, effectivement, on projette effectivement cette pression-là exactement sur les enfants. On souhaite d'eux qu'ils soient à la hauteur en fait. Oui. C'est-à-dire que la transformation n'est pas seulement à l'échelle d'un parent donné, c'est à l'échelle de la nation, en fait, de la façon dont de la nation, de la planète, de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui avec une vitesse, une célérité, qui fait qu'on ne laisse peut-être pas le temps de dire j'ai bien appréhendé la chose avant de passer. Mais on peut en tant que parent, aussi se positionner différemment. Vous voyez, on n'est pas obligé d'accepter cette chose-là. Que je vous racontais l'histoire de ma fille qui a dit je veux être pâtissière. Les amis nous ont dit mais elle n'aura pas son bac. Ben ouais, peut-être. Ben en fait non, elle est allée là à Irani, c'était bien, elle a eu son BEP, après elle a fait autre chose, une mention complémentaire, donc tout va très bien. Maintenant ils sont très contents, hein, qu'ils disent oh là là, Camille, etc. Ils parlent d'elle comme c'est. Ben ouais, mais non, elle n'a pas de bac. Mais c'est pas grave, elle a un savoir-faire qui est génial. Mais du coup, bien sûr que ça nous fait, il y a un côté chez nous qui nous fait peur en disant, ben ouais, elle choisit cette voie-là, c'est quand même dur quand on voit les horaires, etc. Mais c'est ce qu'elle veut faire et c'est sa passion. Et même si elle n'y arrive pas ou qu'elle se trompe, après elle peut peut-être passer sur autre chose. Mais on peut ne pas accepter ça, cette pression ambiante, et choisir autre chose. On peut aussi dire à son enfant, tu sais, je te vois pas tellement réviser là, pour le bac de français. Ça m'inquiète un petit peu. Et donc il va dire, mais t'inquiète pas maman, je vais dire, ok, très bien, pas de souci. Voilà, je te fais confiance. Mais après, derrière, voilà, mon fils qui est là-bas, toujours lui, donc à son bac avec 13,89.
Donc il n'a pas la mention bien, parce que c'était pas assez. Il dit, j'ai les boules, 13,89. Je dis, ouais, mais tu as quand même toujours envie d'aller au ciné, tu as envie de faire du sport, donc voilà, enfin, tu as les boules, mais en même temps, on n'est pas les boules, parce que si tu avais vraiment voulu avoir plus, tu aurais mis un peu plus le paquet. Et nous, c'est pas grave, on est super contents. Nous, ça nous va, 13,89, on demande. Donc si toi, tu as cette envie-là, mets-la en œuvre, mon chéri, mais pour nous, c'est bon. Vous comprenez cette chose-là qui est de dire, soit on a envie que nos enfants réparent quelque chose, ou réussissent quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas mis en œuvre, soit on veut pas trop l'emmerder, mais du coup on dit on va pas lui mettre trop la pression. Mais sans mettre la pression, on peut quand même avoir une attente, une petite exigence, et en disant nous ce qu'on attend de toi c'est ça. Après tu le mets en œuvre comme tu veux, mais on te fait confiance. Et si tu as besoin de notre aide, on est là. Donc c'est ce discours-là. Hein. Je me souviens d'une patiente d'Audrey. Son fils était en première, elle était encore assise le soir à faire les devoirs avec son fils. Donc le père, il se barrait pour aller faire du sport, etc. C'est quand même chaud après sur le couple, c'est pas terrible ça. Donc mais c'est pas normal. À 16 ans, on laisse son enfant se débrouiller. Après qu'il vienne nous voir en disant, tu sais, j'ai besoin d'un coup de main, là, je voudrais que tu regardes, viens m'aider. Oui, c'est de la coopération. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça collabore et que ça coopère. Mais de l'autonomie aussi. Et l'autonomie, ça n'est pas à 7 ans, ça n'est pas à 8 ans. Hein. On n'est pas autonome avant 12, 13, sur la question des devoirs. Après, on dit, va les faire, tiens, on jette un petit coup d'œil, etc. Tout d'un coup, on a envie, il y a un moment, on en a tellement marre de ce rôle de parent qui fait l'école à la maison, qu'on a, d'avoir l'impression d'être des profs bis, qu'on aurait presque envie de les abandonner. Oh là là, c'est encore les devoirs, j'en peux plus. J'ai envie d'aller au ciné, j'en ai marre des devoirs le dimanche. Voilà, on a envie de ça aussi. Donc on voudrait les abandonner. Non, collaborons, ça va plus vite. On peut pas, je sais pas ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai essayé de les mettre sur le bon coin, mes enfants, personne n'en a voulu. Donc je les ai gardés. Oui, Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure les troubles déficitaires de l'attention. Ouais. Est-ce que votre expérience de psychologue clinicienne peut apporter, non pas une démonstration, mais que votre action peut avoir un effet positif sur ces enfants sans qu'on ait forcément besoin d'un traitement médicamenteux? Oui, parce qu'il y a beaucoup de troubles de l'attention. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont un vrai trouble déficitaire de l'attention qui nécessite de la Ritaline. Il y en a, j'en ai vu un ce matin, j'ai dit, allez, chez le pédopsie, il faut de la Ritaline. Mais pas toujours. Et surtout avec les nouvelles technologies, on voit que l'attention est beaucoup plus flottante, même la nôtre. Donc il y a vraiment le fait de boire de l'eau, de faire ces petites choses là où on se ressente. Je peux pas le faire avec le micro, mais d'utiliser le mind mapping, d'être très centré, etc. Tout ça c'est très important. Et puis aussi de voir, j'en parle rapidement là. On a une collègue à la Fabrique à Bonheur, qui explique bien que si les réflexes archaïques ne sont pas intégrés, donc les réflexes posturaux, est-ce que vos enfants ont fait du quatre pattes, est-ce qu'ils ont rampé, est-ce qu'ils n'ont pas rampé, est-ce qu'ils se sont déplacés sur les fesses, etc. Si ça, c'est pas intégré, notamment certains réflexes, dont le réflexe de Galland, qui est le réflexe de l'hyperactivité, si ça, c'est pas intégré, alors il va y avoir des troubles déficitaires de l'attention. Et ça se remet en place très facilement et sans médicaments, effectivement. Donc pour tous les troubles de l'attention ou de la concentration, il y a des petites choses, des petits exercices à faire et qui ne nécessitent pas toujours de la Ritaline. Mais moi, je ne suis pas du tout non plus pour diaboliser la Ritaline parce que heureusement, chez nous, ça ne s'achète pas au drugstore, on ne l'achète pas au supermarché, c'est très réglementé, etc. Et que quand c'est le bon médicament pour l'enfant qui a un trouble persistant, ça change la vie. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui revivent, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est bien meilleure. Donc voilà, je peux pas avoir un avis définitif sur la Ritaline en disant c'est horrible, etc. Ou bien vite, ne faisons que ça, mettons tous les. C'est vraiment au cas par cas, mais voilà. Effectivement, la pédagogie positive, le fait qu'on dise que si votre enfant il veut être debout devant son bureau pour faire les devoirs parce qu'il est déjà resté 6 heures assis sur sa chaise, c'est pas gênant. Enfin, en quoi ça serait gênant? Donc du coup, ça lui permet d'être debout, peut-être de faire comme ça, machin. Il y en a qui ont besoin de bouger. Moi, j'ai besoin de bouger. J'aurais pas pu rester assise sur ma chaise, sinon c'est moins intéressant ce que je raconte. Il faut du mouvement.
Merci Isabelle Payot.